As-tu déjà imaginé que certains des officiers les plus recherchés de la SS aient simplement disparu sans laisser de traces? Oui, des hommes responsables de crimes inimaginables ont réussi à échapper à la justice. Et beaucoup n'ont jamais été retrouvés. Cela semble impossible, n'est-ce pas? Mais c'est exactement ce qui s'est passé, et aujourd'hui, tu vas découvrir comment un réseau de fuites, de faux documents et d'alliés secrets a transformé la chasse en un véritable jeu mortel du chat et de la souris. Maintenant, la question est, serais-tu capable d'échapper à une chasse aussi implacable, où chaque faux pas peut être fatal? Ou bien l'intelligence et le sang-froid de ces officiers étaient-ils vraiment incomparables? Reste attentif, car chaque révélation va te rapprocher de la compréhension de ce qui s'est réellement passé, et pourquoi certains de ces noms ne sont jamais sortis de l'ombre. De quel endroit du monde regardes-tu cette vidéo en ce moment? Laisse ta réponse dans les commentaires. Imagine seulement, alors que de nombreux dirigeants nazis ont été jugés et exécutés à Nuremberg, des centaines d'autres ont simplement disparu dans la nature. C'est presque comme s'ils s'étaient volatilisés par une porte secrète de l'histoire. Ces hommes, officiers de la SS, portaient sur leurs épaules des crimes indicibles, mais ont réussi à s'évaporer au milieu du chaos de l'après-guerre. Et la question qui brûle les lèvres est « Comment cela a-t-il été possible ?» La réalité est qu'au milieu de l'effondrement du Troisième Reich, les frontières étaient ouvertes, de faux papiers circulaient, et les routes de fuite étaient très bien organisées. As-tu déjà entendu parler des fameuses Ratlines? C'étaient des chemins secrets, souvent soutenus par des sympathisants, et même par des membres de l'Église, qui aidèrent ces criminels à se cacher sur d'autres continents. Cela ressemble à un scénario de film, mais c'était la vraie vie. Beaucoup de ces officiers ont trouvé refuge en Amérique du Sud, dans des pays comme l'Argentine, le Brésil et le Chili. D'autres ont changé d'identité et ont passé des décennies à vivre comme des citoyens respectables. C'est presque effrayant de penser que, tandis que les survivants de l'Holocauste souffraient encore de traumatismes profonds, leurs bourreaux pouvaient vivre tranquillement, prenant un café sur une place quelconque. Tu y as déjà pensé? Et le plus révoltant, c'est que certains non seulement ont échappé, mais ont aussi bénéficié du soutien de gouvernements qui préféraient tourner la page. En pratique, cela signifiait protéger des criminels de guerre en échange de connaissances militaires, d'espionnage ou simplement par commodité politique. Ici surgit une réflexion dérangeante. La justice arrive-t-elle vraiment pour tout le monde? Alors que les chasseurs de nazis, comme Simon Wiesenthal, consacrèrent leur vie à traquer ces fugitifs, chaque piste révélait quelque chose de plus grand, un réseau mondial de silence et de complicité. C'était comme s'il existait une ombre invisible protégeant ces hommes. Cette lutte presque solitaire contre l'oubli nous montre à quel point l'histoire peut être manipulée. Si tu as déjà vu des séries comme The Man in the High Castle ou des films comme Opération Finale, tu as peut-être une idée de ce que pouvait être la vie de ces hommes en exil. Ils vivaient sous de faux noms, toujours sur le qui-vive, mais en même temps construisant des familles, des affaires et même des collaborations avec des régimes autoritaires locaux. Une double vie digne d'un thriller psychologique. Le plus intriguant est de constater que, malgré leur passé sanglant, beaucoup de ces officiers n'ont jamais montré de repentir. Certains, dans de très rares interviews, ont même réaffirmé leurs convictions, comme s'ils croyaient encore au délire nazi. Cela nous oblige à réfléchir. Le mal peut être oublié, mais disparaît-il vraiment? Et c'est ici que commence la partie la plus surprenante de notre voyage. Parmi ces fugitifs, certains noms sont devenus presque des légendes sombres. Des hommes qui avaient planifié des exécutions de masse et qui ensuite se sont volatilisés comme des fantômes de l'histoire. L'un d'eux, peut-être le plus révoltant de tous, fut Walter Roth. Et la vie qu'il mena après la guerre va te laisser sans voix. La traque de ces officiers ressemblait presque à chasser des ombres dans le brouillard. Après la guerre, plusieurs opérations secrètes ont vu le jour, impliquant des agents de différents pays, tous essayant d'intercepter ces fugitifs avant qu'ils ne disparaissent à jamais. Chaque piste qui surgissait ressemblait davantage à un leurre, et la tension ne faisait qu'augmenter. Imagine un jeu mortel de cache-cache, où chaque mouvement pouvait être le dernier. Beaucoup de ces officiers avaient des contacts stratégiques disséminés dans le monde. Des réseaux clandestins les aidaient à franchir des frontières sans laisser de traces, en utilisant des routes qui rappellent des cartes de films d'espionnage. Faux passeports, documents contrefaits, maisons sûres, tout cela transformait la chasse en un véritable casse-tête. Peux-tu imaginer ce que ce serait d'essayer de suivre quelqu'un qui se dissout pratiquement dans l'air? Les agents de différents pays se heurtaient parfois entre eux, chacun avec sa propre agenda. Certains voulaient une justice rapide, et d'autres étaient plus intéressés par des informations stratégiques ou scientifiques. Cela générait des conflits internes qui compliquaient encore davantage l'opération. Chaque nouvelle information pouvait se transformer en piège, et chaque mouvement devait être calculé avec une extrême précision. Et, au milieu de cette tension,
apparaissèrent des histoires presque cinématographiques. Des officiers presque capturés s'échappaient à la dernière seconde, disparaissant comme des fantômes. Imagine-toi à quelques mètres seulement de quelqu'un que tu sais ne pas pouvoir laisser filer, et soudain, il disparaît, sans laisser de traces. C'est exactement cette adrénaline qui rend chaque chapitre de cette traque si fascinant à étudier. Certains récits indiquent que les officiers ne faisaient pas que fuir, mais manipulaient aussi des informations pour semer la confusion parmi leurs poursuivants. Ils chiffraient des messages, utilisaient des codes, et infiltraient même des espions pour tester la détermination des équipes de capture. C'était une partie d'échecs, mais avec des vies en jeu. Et penser que tout cela se produisait en pleine après-guerre, alors que le monde tentait de se reconstruire, donne une idée du chaos de l'époque. La collaboration internationale a également apporté ses propres surprises. Des pays qui auraient dû travailler ensemble s'espionnaient souvent mutuellement, soupçonnant que chaque nouvelle piste pouvait révéler des secrets indésirables. Cela faisait échouer certaines captures à la dernière minute, avec des officiers qui s'échappaient à cause de simples erreurs de communication ou de rivalité entre agences. Aussi méticuleuse que fut la planification des opérations, il y avait toujours des facteurs imprévisibles. Dénonciations, trahisons, et même des curieux ou des civils imprudents s'en mêlaient. Cela nous montre que, même si le monde moderne tente de tout contrôler, le chaos et le hasard trouvent toujours une brèche. Et, crois-moi, ces brèches étaient exploitées avec maestria par les officiers de la SS. Alors que certaines captures avaient lieu, d'autres restaient un mystère absolu, laissant des traces qui ressemblaient davantage à des énigmes historiques. Chaque disparition alimentait des légendes et des théories, transformant la poursuite en un mythe. Et c'est à ce moment que l'on se rend compte que le jeu était loin d'être terminé, ouvrant la voie à la prochaine phase de la traque, encore plus intense et pleine de surprises. Après la fin de la guerre, des villes entières devinrent des labyrinthes parfaits pour qui voulait disparaître. Rues étroites, ruelles cachées, papiers falsifiés et foules confuses étaient des alliés silencieux des officiers de la SS. Chaque coin de rue pouvait cacher une piste ou un piège, et pour les chasseurs, comprendre ce décor revenait presque à déchiffrer une carte empoisonnée. Peux-tu imaginer la tension de se déplacer dans ces villes, en sachant qu'un faux pas pouvait tout coûter ? Dans de nombreuses villes, d'anciens collègues ou des sympathisants offraient encore une aide discrète. Des maisons sûres se multipliaient, transformant des quartiers ordinaires en forteresses secrètes. C'était comme dans les films d'espionnage. Tu entres dans un immeuble banal et, à l'intérieur, tout est pensé pour protéger quelqu'un que le monde entier veut capturer. Cela montre à quel point l'après-guerre portait encore l'ombre de la guerre, transformant chaque rue en terrain risqué. Les villes portuaires ont aussi joué un rôle crucial. Des officiers réussissaient à embarquer sur des navires à destination de continents lointains, cachés parmi les cargaisons ou avec de fausses identités. Imagine le stress d'un agent qui devait empêcher un embarquement, sachant que quelques minutes pouvaient faire la différence entre la capture et la fuite. Chaque port était un point critique de tension et de stratégie, digne d'un scénario cinématographique. L'utilisation des transports publics était un autre stratagème ingénieux. Trains et tramways bondés servirent de camouflage parfait, permettant des déplacements presque imperceptibles. Les poursuivants avaient besoin d'une patience infinie et d'une attention aux plus petits détails, souvent trompés par de simples mouvements au milieu de la foule. C'est fascinant de penser que quelque chose d'aussi banal pouvait devenir une ressource stratégique mortelle. Dans les petites villes, la fuite dépendait davantage du réseau de contacts locaux. Agriculteurs, commerçants et même autorités corrompues aidaient à cacher des officiers de la SS. Chaque personne impliquée pouvait changer le destin de l'opération. Ce type de collaboration silencieuse montre que la guerre ne s'est pas terminée seulement avec la signature des traités. Elle continuait dans l'ombre, invisible et décisive. De plus, la reconstruction européenne a créé des opportunités inattendues. Parmi les ruines et les décombres, des passages secrets et des cachettes improvisées apparaissaient naturellement. Chaque bâtiment endommagé pouvait servir de refuge temporaire, et chaque décombre dissimulait des secrets. Pour les chasseurs, identifier ces points exigeait imagination et courage, transformant la chasse en un véritable casse-tête humain et architectural. La surveillance constante des autorités n'était pas toujours suffisante. Les officiers de la SS apprenaient rapidement à utiliser la routine de la ville à leur avantage, devenant des ombres presque invisibles. Chaque erreur de calcul des poursuivants était exploitée avec froideur, montrant que l'intelligence et l'expérience d'un fugitif pouvaient surpasser n'importe quelle force organisée. Et alors que certaines captures étaient annoncées en grande pompe, beaucoup d'autres échappaient en silence, ne laissant que des rumeurs et des énigmes. Chaque ville, chaque coin de rue, chaque port devenait un nouveau chapitre d'une histoire de poursuite sans fin. Et c'est à ce moment que le récit nous conduit directement au prochain défi affronté par les chasseurs, les documents et les fausses identités qui maintenaient les officiers toujours un pas en avance.
La capacité de ces officiers à créer et utiliser de fausses identités était impressionnante. Passeports, actes de naissance et lettres de recommandation étaient contrefaits, avec une précision qui trompait même les spécialistes. Chaque document devenait une armure invisible, leur permettant de traverser les frontières sans éveiller de soupçons. C'est presque comme assister à un tour de magie parfaitement exécuté, où l'illusionniste garde toujours une longueur d'avance sur le public. Certains officiers étaient aussi méticuleux qu'ils conservaient plusieurs identités en même temps. Chacune avait sa propre histoire, des amis, des occupations, jusqu'à des habitudes qu'il fallait se rappeler pour ne pas éveiller de soupçons. Imagine la complexité mentale nécessaire pour tout garder en mémoire sans commettre la moindre erreur. Cette discipline et ce sang-froid les transformaient en véritables fantômes modernes. Le réseau de falsification impliquait souvent des personnes inattendues. Typographes, employés d'état civil, voire de petits commerçants étaient recrutés, souvent sans réaliser l'ampleur de ce qu'ils aidaient à accomplir. Chaque faux document était une pièce d'un puzzle stratégique, et un simple détail bâclé pouvait détruire des mois de planification. La précision était essentielle, et chaque officier le savait très bien. Les agents alliés qui tentèrent de retracer ces identités faisaient face à d'énormes défis. Chaque nouvelle piste devait être confirmée et recoupée, mais menait souvent à des impasses. C'était comme essayer de résoudre une énigme qui se transforme à chaque pas que vous faites. Toujours changeante, toujours trompeuse, ce jeu du chat et de la souris exigeait une patience et une sagacité peu communes. Les villes restaient des alliées silencieuses dans ce processus. Les officiers de la SS pouvaient utiliser de faux documents pour ouvrir des comptes, louer des maisons et même obtenir des emplois temporaires. Tout cela contribuait à construire une vie qui n'existait que sur le papier, tandis que dans le monde réel, ils restaient recherchés. Cette dissonance entre apparence et réalité était fascinante et dangereuse à la fois. Il y eut des cas où des officiers créaient des identités si convaincantes que même leurs poursuivants étaient trompés. Une conversation mal interprétée ou une lettre inattendue pouvait donner l'impression que le fugitif se trouvait dans un endroit totalement différent. Chaque détail comptait, et chaque petite distraction pouvait coûter des années de traque frustrée. Certains documents étaient si sophistiqués qu'ils semblaient presque des œuvres d'art, avec des sceaux, des tampons et des signatures reproduites à la perfection. Chaque falsification exigeait planification, habileté manuelle et savoir-faire technique que peu de gens possédèrent. Pour un observateur extérieur, il paraît presque surréaliste d'imaginer qu'une simple feuille de papier pouvait garantir la liberté et cacher des vies entières. Et même avec toute cette habileté, les chasseurs n'abandonnaient jamais. Chaque identité fausse trouvée était une pièce supplémentaire du puzzle, et chaque erreur commise par les officiers pouvait être l'occasion de raccourcir la chasse. C'est à ce moment que le suspense augmentait, préparant le terrain pour le prochain défi, les réseaux de soutien qui permettaient à ces fugitifs de se déplacer dans le monde sans être détectés. Les officiers de la SS comptaient sur une toile silencieuse d'alliés qui traversaient les frontières et les continents. Des réseaux formés de sympathisants, d'anciens camarades et d'organisations secrètes leur permettaient de se cacher et de se déplacer sans être repérés. C'était comme si chaque ville et chaque port avaient leur propre île sûre, où la chasse ne pouvait pas atteindre. Penser à cela nous donne la dimension de la guerre qui continuait, même après la fin officielle. Ces réseaux fonctionnaient souvent avec des codes et des signes discrets. Un regard, un geste ou une marque sur un mur pouvait indiquer que le chemin était sûr. Pour les chasseurs, découvrir ces messages exigeait non seulement de l'intelligence, mais aussi une lecture presque intuitive des situations. C'était une partie d'échecs vivante, où chaque mouvement pouvait changer le destin de la poursuite. Certains officiers parvenaient à traverser des pays entiers sans que personne ne s'en rende compte. Les routes d'évasion étaient planifiées avec des mois d'avance, en tenant compte des alliés de confiance, des ports discrets et des villes offrant l'anonymat. Imaginez la patience et la discipline nécessaires pour suivre un tel plan, en gardant toujours l'apparence de la normalité. Chaque voyage devenait un test silencieux de stratégie et de résistance. Il y avait aussi ceux qui offraient un refuge temporaire dans des maisons de famille, des couvents et même de petites entreprises. Chaque abri fonctionnait comme un point de respiration stratégique, garantissant que les fugitifs pouvaient poursuivre leur chemin sans être retrouvés. Pour quelqu'un de l'extérieur, il paraissait impossible d'imaginer que ces lieux communs cachaient des secrets aussi dangereux. La coopération entre pays n'était pas toujours officielle. Souvent, des individus agissaient pour leurs propres raisons, utilisant leur position pour protéger les fugitifs, en échange de faveurs ou d'informations. Cela créait un scénario de confiance et de trahison, où personne ne savait vraiment à qui se fier. Chaque contact devait être soigneusement évalué, et chaque relation pouvait se transformer en arme ou en piège. Certains officiers maintenaient même leur propre réseau de communication, utilisant des messagers, des codes et des lettres chiffrées.
Chaque message envoyé pouvait changer le cours d'une opération, garantissant que les alliés et les fugitifs restaient toujours synchronisés. Cette capacité à organiser un réseau aussi complexe montre comment l'intelligence humaine peut se transformer en une arme puissante. Malgré l'efficacité de ces réseaux, ils avaient aussi des failles. Trahison, erreur ou simplement malchance pouvaient exposer un officier, ruinant tout. Et, souvent, c'était précisément à ce moment que les chasseurs pouvaient renverser la situation à leur avantage. Chaque échec créait une nouvelle tension, presque comme un film où chaque scène change complètement l'histoire. Et, tandis que certains réseaux étaient découverts et démantelés, d'autres continuaient à fonctionner silencieusement. Maintenant, les officiers de la SS, toujours un pas en avant. Cette bataille constante entre chasseurs et fugitifs nous conduit directement au point suivant de l'histoire. Comment certains de ces officiers disparurent complètement, laissant des traces presque impossibles à suivre. Certains officiers de la SS se sont tout simplement évaporés, ne laissant derrière eux que des indices confus et des rumeurs. Leur disparition était si précise que beaucoup croyaient à de véritables coups de maître. Pour les chasseurs, chaque nouvelle information était comme ouvrir une porte qui se refermait instantanément, sans rien révéler. C'est impressionnant de voir comment certaines personnes peuvent se déplacer dans le monde comme des fantômes, sans laisser de traces. La disparition n'était pas seulement physique, mais aussi documentaire. De fausses identités, des passeports dupliqués et des histoires inventées aidaient à effacer toute trace. Imaginez essayer de suivre quelqu'un qui, en même temps, existe et n'existe pas. Une ombre cachée derrière des papiers et des mensonges si bien construits qu'ils trompaient même les spécialistes. De nombreux récits indiquent que ces officiers changeaient constamment de ville, de pays et de continent. Chaque mouvement était planifié pour semer la confusion, retarder ou même décourager leurs poursuivants. C'était presque comme s'ils jouaient une partie d'échecs tridimensionnelle, où chaque pas devait anticiper non seulement le prochain coup, mais toutes les réponses possibles de l'adversaire. La population civile devenait souvent involontairement complice. Des gens ordinaires offraient l'hébergement ou le transport sans percevoir la gravité de ce qu'ils aidaient à faire. De petits détails, comme une conversation, une lettre ou une livraison, pouvaient garantir la fuite complète d'un officier, montrant que l'histoire de ces disparitions était profondément liée au quotidien des villes. Les agents de renseignement tentaient de recouper les informations et de tracer des schémas, mais se retrouvaient fréquemment dans l'impasse. Chaque piste trouvée paraissait prometteuse, mais disparaissait avant de pouvoir être confirmée. C'est à ce point que l'on se rend compte combien la patience et la persévérance valaient plus que toute technologie de l'époque, transformant la chasse en un véritable test psychologique. Certains officiers furent aperçus occasionnellement, seulement pour disparaître à nouveau sans laisser de traces. Ces apparitions rapides alimentaient des rumeurs et des légendes, transformant la chasse en une narration presque mythique. Pour les historiens et les chasseurs, chaque témoignage était analysé minutieusement, mais l'incertitude restait constante, maintenant tout le monde en alerte. Les théories sur le destin de ces officiers se multiplièrent. Certains croyaient qu'ils avaient trouvé refuge dans des pays lointains, tandis que d'autres imaginaient qu'ils s'étaient infiltrés dans des organisations secrètes. Chaque hypothèse, vraie ou non, ajoutait une couche de mystère qui transformait chaque disparition en une énigme complexe, fascinante et troublante. Et tandis que certaines pistes se perdaient, d'autres donnaient des signes subtils, indiquant que l'histoire n'était pas encore terminée. Chaque disparition nous prépare au dernier défi, comprendre l'impact que ces fuites ont eu sur la mémoire collective, sur les enquêtes internationales et sur les légendes entourant les officiers de la SS jusqu'à nos jours. La disparition de ces officiers a laissé un héritage profond, tant dans les enquêtes que dans la mémoire collective. Chaque fuite, chaque fausse identité nourrissait des histoires qui semblaient sorties de films d'espionnage, mais qui étaient douloureusement réelles. Pour ceux qui étudient ces événements, le mélange de mystère et de réalité crée une narration irrésistible, pleine de tensions et d'enseignements sur la complexité humaine. De nombreux historiens et chasseurs croient que ces fuites ont façonné la manière dont les opérations internationales sont conduites aujourd'hui. Les leçons apprises sur la planification, le renseignement et les réseaux de soutien continuent d'influencer les méthodes modernes de traque. C'est fascinant de voir comment le passé, même dans sa violence et son secret, enseigne tant sur la stratégie et la survie. L'imaginaire populaire fut également profondément marqué. Films, livres et séries s'inspirèrent de ces événements, transformant les officiers disparus en symboles d'astuce, de mystère et de menaces invisibles. Chaque histoire racontée, même de manière romancée ou dramatique, entretient le sentiment que certaines fuites ne seront jamais totalement comprises. Les théories du complot se multiplièrent avec le temps. Qui n'a jamais entendu parler d'officiers qui auraient reconstruit des vies secrètes sur d'autres continents? Chaque récit, réel ou inventé, sert de rappel que l'histoire n'est pas toujours linéaire
et que l'inconnu suscite à la fois fascination et peur. De plus, l'impact psychologique sur les chasseurs fut immense. La frustration des captures manquait de peu, l'attention des fausses pistes et le jeu de cache-cache prolongé laissèrent des marques durables. Chaque opération frustrée ajoutait une leçon de patience, de persévérance et d'attention aux détails, des compétences qui se révélèrent essentielles dans tout domaine d'enquête. La communauté internationale apprit l'importance de la collaboration et de la communication entre pays, même s'il y avait au départ des rivalités. Chaque échec ou réussite de ces opérations façonna des protocoles, créant des standards étudiés encore aujourd'hui par les spécialistes de la sécurité et du renseignement. Il est incroyable de penser que ces fuites ont contribué à construire la manière dont le monde moderne gère les criminels de guerre et les fugitifs internationaux. Et, malgré le fait que certaines histoires auront des fins connues, beaucoup restent enveloppés de mystères. Les officiers qui disparurent demeurent des énigmes, laissant des indices fragmentés et défiant enquêteurs, historiens et curieux. Ce mélange de faits et de spéculations maintient la narration vivante, et la sensation qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir ne disparaît jamais. Tandis que certaines fuites deviennent des légendes et d'autres inspirent des théories du complot, une chose est sûre, les officiers de la SS, qui ne furent jamais retrouvés, continuent de fasciner, de défier et d'enseigner. Cette histoire, faite d'ombres et de manœuvres stratégiques, nous conduit directement à l'introduction de la vidéo, où le spectateur sera immergé dans cet univers de chasse, de mystères et d'embuscades qui ont marqué l'histoire. Et vous, qu'avez-vous pensé de ces histoires d'officiers de la SS qui ont réussi à disparaître complètement ? Incroyable de penser que, même avec toute la technologie et les efforts, certains noms se sont simplement évaporés, n'est-ce pas ? Je veux savoir votre avis. Lequel de ces officiers, selon vous, a eu la fuite la plus ingénieuse ? Et quel autre personnage historique voulez-vous que nous enquêtions ici sur la chaîne ? Si vous avez été fasciné par cette chasse pleine d'embuscades, de ruses et d'identités secrètes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos, où nous continuerons à explorer les mystères, les fuites et les stratégies qui ont marqué l'histoire de manière surprenante.